Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Caroline Roux. Alors les 28 se sont séparés une nouvelle fois sans accord hier soir sur la répartition des top jobs, comme on dit, la présidence de la Commission, etc. Emmanuel Macron a évoqué l'image d'une Europe qui n'est pas sérieuse. Ça renvoie à une mauvaise image de l'Europe selon le président de la République. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Simplement, quelles sont les raisons de cette mauvaise image ? D'abord, il n'y a plus de leadership. Angela Merkel est en bout de course et Emmanuel Macron a été trop arrogant, il a beaucoup agacé les autres chefs de l'État. Et du coup, il n'y a plus non plus l'autre moteur de l'Europe. Quand il n'y a pas de leadership, il y avait un couple qui était un couple moteur, le couple franco-allemand. Et on ne parvient pas à s'entendre. Moi, je pense que dans ces cas-là, il faut que ce soit la démocratie qui ait le dernier mot. C'est-à-dire que le président de la Commission doit être issu du premier parti qui a réussi les élections, c'est-à-dire... C'était comme ça que ça se passait avant. Le PPE, c'est-à-dire le PPE qui est notre parti de droite. Et je pense qu'il y a deux candidats. Il y a un Allemand, Manfred Weber, et il y a un Français, Michel Barnier. L'Allemand Manfred Weber, Emmanuel Macron n'en veut pas. C'est bien pour ça qu'on en est dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on en est dans cette situation. Mais le PPE, quand j'ai entendu par exemple le nom de Frank Timmermans, c'est une personnalité... C'est socialiste. Respectable, mais il est socialiste. C'est le deuxième groupe après le PPE. Donc il faut impérativement, notamment que Joseph Daul et que nos amis du PPE tapent du poing sur la table. Le prochain président doit être évidemment un PPE. Ça tombe bien, il y a un choix, ou un Allemand ou un Français. Vous défendez naturellement davantage la candidature de Michel Barnier. Il aurait quelle qualité pour le job ? Il a la qualité qu'il a démontrée notamment avec le Brexit, où tous les chefs d'État ont reconnu qu'il avait été un bon négociateur. Vous pensez qu'on va se sortir de cette situation assez rapidement ou ça peut durer ? Non, je pense qu'on va en sortir rapidement. Simplement, il faut que ce soit la démocratie qui puisse mettre le point final à ces tractations politiciennes. Alors, l'Europe a avancé sur un traité qui fâche, le traité de libre-échange signé avec les pays du Mercosur, 4 pays sud-américains. Il prévoit l'élimination des droits de douane dans de nombreux secteurs, industriels, automobiles, mais aussi, et c'est là que ça pose un problème, agricole. Tous les syndicats d'agriculteurs y sont opposés. Ils évoquent des normes sanitaires et environnementales qui ne sont pas au niveau de celles imposées aux agriculteurs européens. Comment on fait machine arrière ? C'est trop tard ? C'est très simple, non, ça n'est pas trop tard. C'est le tout début, la Commission en fin de course, après une vingtaine d'années de négociations, où tous les chefs de l'État français d'ailleurs, tous les chefs de gouvernement avaient refusé cet accord, a mis cet accord sur la table. Monsieur Macron trouve que c'est un bon accord, c'est un mauvais accord. C'est une double capitulation, à la fois sociale pour notre agriculture, mais aussi environnementale. Sociale d'abord, ce sera un plan social géant qui va détruire énormément d'emplois. Je vous donne quelques exemples. On cite souvent la viande bovine, bien sûr, mais le poulet, où on va importer des dizaines de milliers de tonnes. Dans ma région, les Pays de la Loire, ça représente 3 exploitations sur 4, dans une agriculture souvent qui se pose énormément de questions. Et puis, il y a aussi une capitulation qui est une capitulation environnementale, puisqu'on va faire entrer sur le marché intérieur français des produits qui, justement, sont fabriqués avec des substances ou des pratiques qu'on refuse. Je prends toujours l'exemple de la volaille. Vous savez qu'au Brésil, on les nourrit avec de la farine de viande animale. Est-ce que c'est ce que l'on veut exactement ? Moi, je pense Et pourquoi on a signé cet accord alors ? Parce que je pense que c'est un ancien logiciel. Je pense que le logiciel d'Emmanuel Macron d'ailleurs, de la mondialisation heureuse, destructrice d'emplois, destructrice en même temps d'environnement, ça appartient au passé. Et cette page-là, il faut la tourner. C'est d'ailleurs un formidable déni démocratique, parce qu'on a tous fait campagne au moment des européennes sur des protections nécessaires justement pour protéger notre santé, pour protéger la nature. Et là, on fait strictement l'inverse. La France a les moyens d'imposer une machine arrière sur ce traité de libre-échange ? Absolument, absolument, parce que je le dis, très peu d'observateurs l'ont noté, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un traité commercial, il s'agit d'un traité plus vaste. Et pour un traité plus vaste, chaque pays a un droit de veto. J'attends à ce que M. Emmanuel Macron mette le veto de la France sur ce traité-là. Bruno Retailleau, est-ce que vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy qui s'appelle Passion ? Ah non, je n'ai pas eu le temps, franchement, il vous est allez sorti. Le lire Oui, sans doute, il est sorti jeudi. Bon, il y a des bonnes feuilles déjà, comme on dit, qui sont déjà publiées. Est-ce que vous avez apprécié son jugement, qu'on peut considérer comme assez sévère, sur François Fillon ? Il dit « Rarement, je ne me suis autant passé à côté d'une personnalité ». Il considère que, en gros, François Fillon était son erreur. Écoutez, il a gardé 5 ans, donc je ne peux pas considérer que l'erreur était de telle taille qu'il garde son Premier ministre l'ensemble du quinquennat. Moi, je pense que dans un livre, ce qui est intéressant, ce n'est pas les petites histoires, c'est la grande histoire. Il a été président... Non, il y a beaucoup de petites histoires dans ce livre-là. C'est un livre de sentiments, dit-il. Bien sûr, mais ce qui m'intéresse, c'est la grande histoire. Voilà.
Bon, la grande histoire, il y a eu une grande histoire autour de Nicolas Sarkozy, c'est ça que vous voulez dire? Il faudrait qu'il passe. Non, mais il a été le président de la République. Je vous donne seulement un exemple au moment d'une des crises les plus graves du XXe siècle, après la crise économique de 1929. Il a été aussi le président de la République qui, avec notamment Angela Merkel, ont permis à l'euro, à l'Europe de tenir debout. Et ça, c'est fondamental. C'est pas à la hauteur de son statut d'ancien chef d'État de livrer ce genre de jugement? Si, écoutez, chaque homme politique, chaque chef de l'État écrit ses mémoires, essaie de porter sur sa période, en tout cas, un regard. Donc, non, c'est plutôt normal, je dirais. Comment est-ce que vous lisez cette phrase-là? Il dit « La France et moi, ça ne sera jamais fini ». En même temps, il explique qu'il en a fini avec la politique politicienne, la politique des partis. Quelle interprétation vous faites de ces deux phrases qui ont l'air de ne pas être très en cohérence? Non, mais on peut aimer la France et pour autant ne pas rentrer dans le jeu politique. Et je l'ai vu en tête-à-tête, Nicolas Sarkozy. À chaque fois, il m'a indiqué que pour lui, la politique, c'était fini. Pourquoi ne le croit-on pas? Mais c'est le problème de la droite, justement. Cette nostalgie de Nicolas Sarkozy en dit énormément sur l'état de notre famille politique. C'est-à-dire que si on continue à regarder l'avenir avec un rétroviseur, on est mort, on va disparaître. Il faut inventer l'avenir, il faut être à la hauteur des enjeux. Ces enjeux, ils sont le chômage de masse, ils sont aussi notre modèle social, ils sont l'environnement. Pardon ? Il faut tourner la page Sarkozy. Mais bien sûr, il nous dit lui-même qu'il ne reviendra pas. Donc soyons des adultes et non pas des enfants. Voilà. Il y a une forme d'infantilisation de la droite. Mais parce que quand on est adulte, on n'attend pas une figure tutélaire. On avance, on prend ses responsabilités et nous, on doit redéfinir, nous aussi, notre propre logiciel. J'ai écrit un livre pour cela, justement. Quelle droite veut-on? Qu'est-ce qu'on propose aux Français? Je le disais tout à l'heure, vous avez renoncé à vous présenter à la présidence du Parti Les Républicains parce que vous ne vouliez pas d'un combat des chefs. C'est vraisemblablement Christian Jacob qui sera élu. On va voir, il y aura une élection à la rentrée. Il y a plusieurs candidats. Il y a aussi Guillaume Larrivé, Julien Aubert, il y en aura peut-être d'autres. C'est avec lui que vous avez sauvé la droite? Écoutez, en tout cas, moi j'ai renoncé à entrer dans la compétition parce que franchement, la guerre des chefs, là, on était mort. Bon, évidemment. En plus, je considérais que j'aurais sans doute pas eu les mains suffisamment libres pour tout changer. Or, si on ne change pas, là aussi, on a d'énormes risques. Je pense que Christian Jacob, il a pour lui des qualités humaines que chacun reconnaît et il peut rassembler. Maintenant, ça ne sera pas suffisant. Il faut changer tout du sol au plafond. Et d'ailleurs, je pense que les partis politiques, ça appartient au passé. Je pense que le parti de demain, le mouvement de demain, ce sera beaucoup plus une communauté qu'une caserne. Ce sera beaucoup plus un mouvement décentralisé. Son cœur battra en province plutôt qu'à Paris. Ce sera des gens qui seront en relation. On sera capable... façon numérique, par exemple, de tester en permanence leurs souhaits sur des sujets. Le parti de grand-papa, c'est-à-dire le parti de masse, le parti de haut en bas, c'est absolument LR, c'est fini. Non, je ne dis pas. Il faut toujours, je crois qu'il faut des mouvements, il faut des communautés. Les Français ont besoin de se rassembler autour de convictions communes. Mais quelles sont nos convictions d'ailleurs? C'est ce qu'il faut, dire aux Français. Sur le plan économique, on aime la liberté, mais on veut l'autorité de l'État. Et on est attaché aux valeurs françaises, à la fierté française, à notre identité. Alors, essayons de ne pas courber les chines et soyons fiers de nous aussi. Ne doutons pas de nous-mêmes.